pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Développer des zones de rafraîchissement en milieu naturel. Ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Agence régionale de santé Grand Est dans le cadre d'un plan d'action avec le pôle. Donc, juste quelques petites informations techniques avant de commencer. Donc, ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible dans les jours à venir. Je vous invite à couper vos micros. Et si vous avez des questions, alors soit vous les posez dans le chat, soit vous levez la main et je vous donnerai la parole. Voilà, Nicolas, si tu veux dire quelques mots, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à tous, donc Nicolas Reynaud de l'ARS Grand Est. Voilà, on a fait déjà beaucoup de webinaires avec Aquanova, anciennement Hydreos, sur le sujet des baignades. Donc je vous donnerai notamment à la fin de ma présentation le lien vers des webinaires pour ceux qui sont intéressés sur les webinaires de 2021, 2022, sur la réglementation des baignades, des focus sur les cyanobactéries. Voilà, ça peut vous intéresser pour ceux qui veulent développer les connaissances et qui n'avaient pas participé à ces webinaires. La réglementation santé n'a pas changé, donc ils sont toujours d'actualité. Juste une petite particularité pour ce webinaire. Jusqu'à présent, toutes nos actions que l'on a fait avec Aquanova, aussi bien des webinaires que des ateliers de terrain, étaient tournées vers les exploitants de baignade du Grand Est. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. L'objectif, c'est d'informer les collectivités qui n'ont pas de baignade, mais qui souhaitent en développer et ou qui ont des zones qui sont fréquentées et qui pourraient les aménager, les régulariser. Voilà, c'est un peu cet objectif de vous partager la réglementation et les bonnes pratiques sur tout ça pour que voilà, vous puissiez vous adapter et développer des zones de rafraîchissement. On ne sait pas si on touche la cible aujourd'hui, mais en tout cas, c'est cet objectif d'aller au-delà des exploitants de baignade avec qui on travaille habituellement. Donc voilà, je vais laisser les présentations se poursuivre et puis moi j'interviendrai un petit peu plus tard. Merci Merci Mélanie. Merci Nicolas. Donc pour le programme, je vais vous faire rapidement une petite présentation du pôle Aquanova. On enchaînera ensuite sur les enjeux climatiques entraînant le besoin de rafraîchissement, puis les risques liés à la baignade dans des lieux non aménagés. Et enfin, la réglementation, donc ouvrir un site de baignade qui sera divisé en deux parties. Donc une partie sécurité sanitaire des sites de baignade et une partie règles de sécurité et prévention des noyades. Donc rapidement, le pôle Aquanova, donc qu'est-ce qu'on est? Donc nous sommes un pôle de compétitivité. Donc nos actions sont sur 4 bassins versants sur la France septentrionale et nous sommes basés sur 3 sites, donc Strasbourg, Nancy et Orléans. Et nous avons à ce jour 278 adhérents, dont une soixantaine de collectivités territoriales. Donc les adhérents, ça comprend des entreprises, des start-up, PME, grands groupes, ou encore des laboratoires, collectivités, etc. Donc on accompagne des projets, donc on en a accompagné presque une centaine. Et nos missions, globalement, c'est développer durablement l'économie dans le domaine de l'eau, faire également émerger des projets innovants, qui soient individuels ou collaboratifs, on fait des mises en relation entre nos adhérents. On accompagne également le développement des entreprises et des territoires et on fédère les acteurs scientifiques et économiques autour des thématiques de l'eau telles que la sobriété et la qualité de l'eau. Concrètement, pour les collectivités, nous avons un club eau et territoire. Donc l'objectif, c'est d'avoir une communauté dans laquelle on favorise les échanges, le partage de bonnes pratiques, les solutions innovantes, etc. Donc les membres, ce sont des collectivités locales et on est centré autour de 3 actions. Donc le partage de connaissances, notamment via de la veille réglementaire, des groupes de travail. On fait également de l'ingénierie de projet, donc on aide au montage de projets. On peut faire des appels à partenaires et on peut également faire de l'accompagnement. On fait notamment des événements propres au club Eau et Territoire. Voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce club, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on va passer maintenant à la partie enjeux climatiques entraînant le besoin de rafraîchissement.
Donc Delphine, je vous laisse la main. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton contrôler, comme ça vous aurez le contrôle de la présentation. Ça sera plus facile pour vous. Oui, bonjour à tous. Merci Mélanie. Donc, par contre, le petit bouton contrôler, je ne te vois pas. C'est qui Alors en haut à Ah gauche, si, normalement. excusez-moi. C'est bon, je l'ai. Je Super. savais pas du tout qu'il y avait cette option. Donc, Delphine Rousset, je suis chef du pôle eau et résilience pour la région Grand Est et je remercie Aquanova et l'ARS de me permettre d'intervenir lors de ce webinaire. On m'a demandé de restituer quelques éléments de plusieurs études que nous avons faites concernant l'impact du changement climatique dans le Grand Est. Alors, le constat du changement climatique, je crois que n'a pas trop besoin d'y revenir, hein, on le ressent tous ces dernières années, que ce soit dans les activités, par exemple sur l'alimentation en eau potable, on avait été surpris en 2022 de voir plus de 100 communes du Grand Est alimentées par du citernage ou alors sur des activités agricoles, sur du transport fluvial, mais également sur nos paysages et des cours d'eau qui sont asséchés, des prairies qui ne ressemblent, ou des forêts d'ailleurs, qui ne ressemblent plus à ce qu'on avait l'habitude de voir. Alors, quand on regarde les projections climatiques, vous le savez tous, hein, il y a plusieurs systèmes d'acquisition de données et de projection climatique. Les tendances qui se dégagent pour le Grand Est jusque dans les années 2080 à peu près, c'est une augmentation des températures qui est significative. Alors, on est plutôt sur des températures, l'augmentation des températures, elle se fait vraiment sur toute l'année, mais c'est le facteur marquant, c'est quand même des hivers beaucoup plus doux que ce que nous avions l'habitude de connaître dans le nord-est de la France, mais également des pics de chaleur en période estivale. Le régime de pluie va également grandement augmenter. On constate alors globalement, là aussi, le volume de précipitations qui tombe sur l'année reste à peu près constant, mais beaucoup plus de précipitations l'hiver et au printemps et des périodes très sèches l'été. Et le phénomène qui va être peut-être le plus impactant, ça va être une forte augmentation de l'évapotranspiration. Cette augmentation de l'évapotranspiration, elle est amplement due à l'augmentation des températures, mais aussi au fait qu'on aura plus de phénomènes venteux qui vont avoir tendance à assécher l'air et la végétation. Donc, des besoins en eau qui vont être accrus dans les prochaines années. Alors, jusqu'à maintenant, sur ces projections climatiques, on avait un certain nombre d'incertitudes parce qu'en fait, ce que montraient globalement les modèles, c'est que tout le pourtour méditerranéen se réchauffait et s'asséchait, que le nord de l'Europe se réchauffait et était plutôt plus humide, et nous, on était plutôt à l'interface entre ces deux phénomènes climatiques ou ces deux évolutions de climat et on ne savait pas trop le nord-est là, de la France Tu me dis et la quoi? partie dans, Ouais. pardon et dans la continuité d'autres régions européennes, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer chez nous. Les dernières projections climatiques dont on a eu les résultats en 2024 confirment ce qui était pressenti, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part vraiment. Et alors, l'incertitude a porté surtout plus sur la pluviométrie hein, que sur les températures. Par contre, les dernières projections de 2024 montrent vraiment que ce régime hydrologique-là se confirme avec des étés très très secs et des phénomènes d'inondation qui vont s'accroître l'hiver, mais également jusqu'au printemps. Donc, les conséquences qu'on observe et d'ores et déjà hein, et qui vont faire que s'amplifier dans les années à venir, ben, c'est bien entendu le manque d'eau et avec ses effets directs et indirects, puisque pour chacun, on a toujours des effets en cascade. Alors, l'effet du manque d'eau, il se traduit tout de suite sur la végétation, sur un certain nombre d'activités économiques comme l'agriculture, ou alors la production d'énergie, hein, par exemple l'hydroélectricité ou le refroidissement de nos centrales. Et également, on a un effet dès lors que l'eau diminue sur le transport de matières, puisqu'il y a on a un réseau, hein, deuxième région de France en termes de canaux, donc des transports de matériaux qui sont, des transports de matières sur le réseau de canaux qui sont conséquents. Et donc, dès lors que le transport est ralenti, c'est l'approvisionnement des industries du Grand Est qui est impacté, mais aussi c'est l'export des marchandises qui sont produites dans le Grand Est. Donc,
Le premier compartiment qui est dédié, c'est vraiment sur le manque d'eau. Le deuxième, c'est ce qui nous impacte grandement, c'est ce phénomène de vague de chaleur en période estivale et qui nous impacte d'autant plus qu'on est sur une région où la population est plutôt âgée, donc va être plutôt très sensible à ces phénomènes de vague de chaleur. Pour ajouter à cela, on le sait tous, alors il y a aussi un autre, j'ai mis rapidement une petite diapo, mais pour pas qu'on l'oublie, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, la biodiversité est très impactée à la fois par le manque d'eau et l'évolution des températures. Et là, l'impact, il est déjà observé et il est irréversible. Ce qui a été perdu en termes de biodiversité ne pourra jamais être reconquis. Voilà, je ne vais pas plus loin puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'était juste pour ne pas l'oublier. Alors, je reviens sur ces vagues de chaleur. Donc, on est sur une région particulièrement sensible puisque la population est âgée et particulièrement sensible en milieu urbain. Vous connaissez tous ces phénomènes d'îlots de chaleur urbains qui font que même si les nuits sont fraîches, les villes arrivent moins bien à se rafraîchir, alors du fait des matériaux qui existent dans les villes, mais également de la densité de l'habitat qui fait qu'il y a moins de circulation d'air et donc on a des phénomènes d'îlots de chaleur urbains qui ne sont rien d'autre que le fait que la ville reste chaude été comme hiver et donc du coup rend très peu confortable l'habitation en milieu urbain. Alors ce phénomène, on est particulièrement concerné quand on regarde par rapport à d'autres régions de France. Le Grand Est, on est loin d'être, alors on n'est pas les seuls loin de là, mais on est particulièrement concerné. Et ceci s'explique par le fait que notre habitat est plutôt ancien et particulièrement mal isolé. Alors mal isolé tout simplement, mais très mal isolé aussi par rapport au confort estival. Donc le défaut d'isolation en période estivale, hivernale, on le connaît depuis longtemps. À la limite, les hivers étant plus doux, il va peut-être être un peu moins impactant dans l'avenir. En revanche, il n'y a presque aucune isolation en termes de confort estival sur le bâti du Grand Est, tout simplement parce que c'est un bâti qui est ancien. Il y a beaucoup de locatifs aussi sur notre région. Il n'y a pas beaucoup de propriétés pleines habitées. Et donc, de ce fait, la qualité de l'isolation est moindre. Donc, quand on regarde ce qui se passe en termes de tourisme et de loisirs, on voit que les villes deviennent de moins en moins habitables du fait de l'augmentation des températures et on constate d'ores et déjà des flux de population vers des zones plus tempérées, qui sont les zones de massif. Le massif des Vosges connaît d'ores et déjà depuis plusieurs années un flux à la fois de touristes et d'habitants locaux, dès lors que les températures augmentent en période estivale. Donc, il y a ce flux vers les massifs et vers les zones forestières. Et quand on parle d'effet en cascade, on voit bien que nos forêts sont d'ores et déjà sensibles au feu, aux événements extrêmes. Et dès lors qu'il va y avoir plus de population qui va aller vers les forêts, ce risque d'incendie en milieu forestier va augmenter. Donc là aussi, on est vraiment dans un phénomène d'effet de cascade ou d'effet boule de neige qui augmente le risque. Là, vers le massif des Vosges, on a aussi une crainte par rapport à la biodiversité que j'ai exposée tout à l'heure et qui est plutôt vulnérable, très vulnérable au changement climatique, qui sera d'autant plus exposée qu'il y aura des flux de population. Donc, ces flux, on commence d'ores et déjà à les mesurer et ils nous inquiètent. Donc, ils seront à canaliser et à anticiper dans les prochaines années. Et on a ce besoin. Alors, on a les villes, on le voit bien. Là, ça a été observé par tous les offices de tourisme, les villes qui ont tendance à se vider dès lors qu'il fait très chaud et la recherche vers des zones de fraîcheur qui sont des zones de baignade. Donc, ce phénomène, on le constate depuis déjà plusieurs années et pas que dans le Grand Est, cet besoin de fraîcheur, de retourner à de la baignade en milieu naturel. Il est observé en France, mais pas que en France, on le voit, nos voisins se baignent dans le Rhin de l'autre côté de la frontière, alors avec des
des usages qui ne sont pas maîtrisés de la même façon, et puis une culture de la baignade dans le milieu naturel qui n'est pas tout à fait la même, et du coup l'appréhension des risques n'est pas tout à fait la même. Et voilà, c'est un phénomène qui est maintenant bien présent, et donc qui a sûrement été accentué par les JO l'an dernier. Et avec les risques qui sont liés, donc avec des gens qui arrivent à se baigner à des endroits où ils ne le devraient pas, mais je ne vais pas venir là-dessus parce que je crois que c'est la présentation suivante. Donc, dire aussi que culturellement, on avait l'habitude de se baigner dans les milieux naturels, y compris dans le Grand Est, et que c'est des choses qui se sont perdues, sûrement via l'arrivée des piscines. Des piscines publiques ou privées d'ailleurs. Mais voilà, c'est sûrement une habitude et une culture qui va revenir sur le devant de la scène dans les prochaines années. Donc l'enjeu de la baignade dans un milieu naturel, il est multiple. Il y a un enjeu effectivement, comme on vient de l'exposer, de répondre à une demande de la population locale. On voit bien que c'est aussi une amélioration du cadre de vie. Chaque fois que sur un territoire, il y a un site de baignade qui est proposé, le territoire devient beaucoup plus attractif pour la population locale, pas que pour le tourisme. Quand on regarde sur les enquêtes, on voit bien que la fréquentation est essentiellement faite par de la population locale. Donc, il y a une attractivité du territoire dès lors qu'il y a un site d'une offre de baignade à milieu naturel qui est proposé. Il y a aussi la possibilité de pallier à des piscines municipales qui souvent sont très coûteuses en termes d'entretien, il n'existe pas partout. Il y a aussi un lien avec la santé de la population, le sport, la pratique du sport, la fréquentation des milieux naturels. Et puis, il y a également un lien par rapport à la protection de l'environnement. Vous le savez tous, la baignade est un usage extrêmement exigeant en termes de qualité de l'eau. Et dès lors qu'on va vouloir maintenir des usages tels que la baignade, on va avoir une exigence sur le milieu naturel. Et donc, c'est aussi une façon de préserver les milieux naturels sous réserve que la baignade soit bien conduite. Et c'est ce qu'on s'emploie de faire, notamment avec l'Agence régionale de la santé. Donc, quand on regarde les sites de baignade dans le Grand Est, on voit qu'on en a quand même un certain nombre, malgré une région qui, a priori, n'est pas prédisposée pour de la baignade naturelle comme peuvent l'être d'autres régions plus méridionales. Mais on a quand même un certain nombre de zones blanches. Donc, une de nos ambitions dans l'avenir, ça va être aussi de voir comment, sur ces zones blanches, on arrive à développer des offres de baignade. Alors, on a fait une petite enquête par rapport à la fréquentation des sites de baignade. Alors, c'est vraiment une enquête Grand Est et qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet quand même d'avoir un aperçu. Et il y a à peu près 120 ou 130 personnes qui ont été sondées sur l'été, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était l'été 2021 ou 2022 sûrement, qui ont été sondés sur l'été 2022. Alors, on voit bien par rapport à la fréquentation, il y a aussi une population locale. Ceci dit, là, je me méfie un petit peu parce que ces sondages ont été faits uniquement en semaine. Et par contre, ce qui est flagrant, c'est que tous les sondés répondent que ceux qui cherchent sur un site de baignade, par rapport notamment aux piscines municipales, c'est le calme, c'est le paysage. Grosso modo, c'est le cadre qu'offre le site de baignade en milieu naturel. Fort de ce constat, on a mis en place en 2022 un réseau des acteurs de la baignade qui est co-animé avec l'Agence régionale de la santé et qui a vocation à accompagner les gestionnaires de sites de baignade par rapport aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer sur le territoire. Donc, ce réseau, il se matérialise par 2 rencontres annuelles et qui fonctionnent essentiellement sur le retour d'expérience. Alors, ce retour d'expérience, il est à la fois basé sur des exemples du Grand Est. Chez nous, on invite les membres de ce réseau à témoigner de leurs difficultés ou des solutions qu'ils ont trouvées sur leur territoire pour justement s'acculturer chacun. On est quand même sur des sujets qui sont nouveaux pour beaucoup d'entre eux. Et l'idée, c'est de pouvoir s'acculturer. On ne s'interdit pas non plus d'aller regarder ce qui se passe sur d'autres territoires. Donc là, j'ai mis l'exemple de Vichy, mais on en a interviewé plusieurs qui nous permettent aussi d'avoir des retours d'expérience. Et l'idée aussi de ce réseau, c'est de pouvoir mettre à profit
nos différentes compétences pour accompagner les gestionnaires de sites sur les territoires. Alors, là, j'ai illustré avec l'exemple de la surveillance de baignade. Hein. On voit bien que au-delà il y a deux grosses préoccupations qui ressortent pour le moment de ce réseau de baignade. La première, elle concerne la qualité de l'eau, le maintien d'une bonne qualité de l'eau sur toute la saison de la baignade. Et le deuxième, c'est comment on s'assure d'avoir une surveillance de baignade adéquate sur toute la saison là aussi. Dans les raisons de non-ouverture d'un site de baignade aménagé, souvent, il y a le fait que les gestionnaires n'ont pas trouvé de surveillance de baignade pour la saison. Et donc là, on a actionné, avec toutes les compétences qu'on dispose autour de la table, les différents leviers, à la fois pour faire reconnaître ces jobs saisonniers, pour faire reconnaître les postes qui sont à pourvoir, mais aussi encourager la formation potentielle, alors soit des étudiants qui pourraient prendre ces boulots, soit des personnes qui sont d'ores et déjà employées dans les collectivités sur des postes qui sont plutôt saisonniers, par exemple dans les écoles, et qui pourraient donner un coup de main sur les sites de baignade en période estivale. Alors, ce réseau se poursuit, bien entendu. Hein. Les prochaines réunions est prévue ce lundi. On traitera, parce que je l'indique pour illustrer de la diversité des sujets qui peuvent être mis sur la table. On traitera ce lundi de la question de comment on concilie site de baignade et site environnemental sensible, hein, par exemple, quand on a une baignade sur un site Natura 2000. La région devrait pouvoir proposer d'ici le mois de mai un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner financièrement la mise en place de nouveaux sites de baignade. Donc, c'est proposé au vote de la commission du mois de mai, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais l'idée, ce serait de pouvoir accompagner une dizaine de sites dans le Grand Est, à la fois pour le volet études, profil de baignade et aménagement des sites, avec des aides qui pourraient aller jusqu'à 100 000 € par site et un taux d'aide de 50%. Alors, je mets tout ça au conditionnel, vous l'avez compris, ce n'est pas encore voté, mais en tous les cas, ça sera soumis aux commissions au mois de mai. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Enfin, je ne sais pas comment Mélanie a imaginé d'ailleurs le temps. Excusez-moi, Mélanie, oui. Je me suis peut-être avancée, peut-être que le temps de questions. Non, il y a bien un temps de questions. Oui, alors si vous voulez poser des questions, alors n'hésitez pas, comme je l'avais dit, soit les mettre dans le chat, soit lever la main et du coup, je vous donnerai la parole. Donc je vois qu'il y a une main levée, donc Monsieur Lefebvre, allez-y. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette première présentation. Moi, je suis professeur de sport au service départemental jeunesse, engagement et sport de la Marne. Et je voulais poser la question suivante, à savoir quel est le lien qui est fait entre ce projet justement plongé dans l'action avec ce qui est fait actuellement avec la conférence régionale du sport avec nos collègues de la délégation régionale académique, puisqu'il y a un projet emblématique qui porte le nom NAGE et qui justement a pour vocation de promouvoir les métiers de l'eau au sens large du terme, de recenser les formations qui sont mises en place à l'échelle du Grand Est pour pallier le manque de maîtres nageurs sauveteurs et de surveillants de baignade sur les aires de pratique. Donc, c'est un projet qui est noble de mettre en place celui-ci, mais est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec cet autre projet pour justement unifier les forces? Oui, mais c'est complémentaire. On n'a pas les mêmes moyens forcément que le projet national. Hein. L'idée, mais le fonctionnement est tout à fait similaire. L'idée, nous, on a un réseautage avec tous les gestionnaires de sites de baignade dans le Grand Est et justement, on leur transfère exactement les mêmes offres de formation que ce qui peut être fait dans NAGE. Là, l'affiche qui est sur la diapo, c'est qu'elle est une affiche, c'est un flyer qui est dans les bus de transport scolaire et qui est dans les lycées. Et l'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants, les jeunes sur cette offre-là. Mais après, on n'a pas l'ambition forcément on ne se fait pas concurrence. Hein. L'idée, c'est juste de pouvoir relayer l'information au plus près par les moyens qui sont à notre disposition. Donc forcément, on a une entrée directe avec les lycées.
Et du coup, question complémentaire, quels services de l'État sont associés justement sur ces groupes de travail, notamment dans le champ jeunesse et sport? Est-ce qu'il y en a? Alors oui, alors malheureusement, moi j'ai beaucoup de mal avec les acronymes, mais je regarde si j'ai des collègues qui seraient présents qui pourraient répondre. C'est toujours c'est les mêmes de délégation. Alors je vais me tromper dans les acronymes à coup sûr. Délégation de la jeunesse et sport, c'est les mêmes que ceux avec lesquels vous travaillez, j'imagine. Il y a pas. D'ailleurs, alors Nicolas, je vois Nicolas peut-être la réponse. C'est qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. Juste peut-être en Ouais, complément, vas-y. Delphine, puis dans le fameux réseau des acteurs régional de la baignade, donc c'est très large, hein, il n'y a pas que des exploitants de baignade, il y a le parc naturel, enfin, il y a plein d'acteurs qui tournent autour des zones de baignade, puisque la baignade, c'est un enjeu de territoire au-delà de la baignade en elle-même, de l'activité aquatique. Dans ce réseau, on a justement des représentants jeunesse et sport. Et très récemment, j'ai invité Monsieur Birk, hein, le directeur adjoint de la Drages. On a Monsieur Vasseur qui va intervenir juste après. Du coup, ce webinaire a été aussi diffusé dans vos services et peut-être c'est pour ça que vous avez une invitation pour aujourd'hui. Donc, on essaie dans ce réseau des acteurs régionaux de rassembler largement tous les services de l'État, notamment, et les acteurs de la baignade pour avoir cet effort commun. Et donc, effectivement, s'il y a des projets qui se recoupent, le but, c'est d'unir les forces. Donc voilà, donc il y a peut-être, c'est pas parfait encore, ça se construit et ça se monte, et donc vous êtes les bienvenus lundi prochain. Il y a de la visio possible, je crois, Delphine, Oui, oui, lundi. tout à Peut-être qu'on fait. pourra C'est rediffuser lundi, l'invitation. je peux effectivement remettre l'invitation Voilà. dans le chat. Il y a une possibilité de visio et sinon en présentiel à Metz. Voilà, donc c'est Merci. un réseau qu'on co-anime et voilà, les enjeux. Le but de ce réseau, c'est justement de faire émerger les enjeux et que chacun propose et avance ses projets. Voilà, donc on n'a pas forcément connaissance de tous les projets, de tous les acteurs, et c'est le but de se réunir pour en parler, pour échanger. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Donc, on va enfin, s'il n'y a pas d'autres. Ah, si, il y avait une question dans le chat, il me semble. Est-ce que toute zone naturelle peut passer en zone de baignade? Alors, ce sera peut-être une réponse qu'il y aura après, mais. Après, je pense que la réponse, elle doit être oui, mais. Euh, et effectivement, mais l'idée, une fois de plus, c'est pas de privatiser des parties de l'environnement pour un usager ou un autre. C'est de voir comment on arrive à concilier l'ensemble des usages. Et de toute façon, on aura tous de plus en plus besoin d'environnement, de nature et de rafraîchissement. Donc, l'idée, c'est de travailler dans la bonne intelligence. Et voilà, il n'y en a pas un qui prime par rapport à l'autre, mais on doit pouvoir y arriver. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la présentation du coup suivante. Du coup, sur les risques liés à la baignade dans les lieux non ménagers. Donc, ça va être par Monsieur Dubois et Monsieur Dautigny. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Dubois, pour commencer. Oui, je prends juste la parole juste Ah, vous un commencez, ok, instant, mais pardon. on va faire ça à deux voix. Donc bonjour à tous. Et effectivement, nous, alors on est sur l'aspect toujours un peu prévention liée à l'eau. C'était notre sujet d'intervention. On a souhaité intervenir effectivement pour rappeler que on le constate au sein de Voies navigables de France, il y a euh, une forte utilisation des canaux pour se baigner, pour se rafraîchir durant l'été, ce que vous avez pu évoquer. Et nous, ça a engagé de notre côté l'identification de risques qui accroissaient avec le temps. Je prends juste la main pour faire défiler. Hop. Ah, j'ai fait bouger le support. Il y a les petites flèches en bas pour voilà. Donc depuis 2020, l'établissement a constaté donc des baignades sauvages, ce qui a engendré le lancement d'une démarche. On rappelle que chaque année en France, les nombres d'accidents soient mortels dans les canaux et rivières surviennent. Plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu dans des cours d'eau ou sur des plans d'eau, et 41% des noyades sont mortelles. Les plus touchés
sont les jeunes de 12 à 25 ans. La noyade est la première cause de mortalité accidentelle chez les moins de 25 ans. Donc, depuis 3 ans, et avec le soutien du ministère des Transports, BNF déploie une campagne nationale de sensibilisation au risque de la baignade auprès des jeunes ados et des partenaires relais. Les risques liés aux baignades dans les canaux est vraiment mal comprise ou peu connue, puisqu'en fait, bah oui, c'est un plan d'eau on a l'impression qu'il ne bouge pas, et pourtant, il présente de très très grands nombres de dangers. Au sein de nos équipes, on a la chance d'avoir des personnels qui sont éclusiers, qui ont une très bonne connaissance de ces risques, et en plus qui ont une double casquette, puisque la personne qui m'accompagne est un élu d'une commune. Donc je vais le laisser se présenter et nous expliquer un petit peu les risques rencontrés lors des baignades un peu sauvages. André Luc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, voilà, je suis André-Luc Dubois, maire de la ville de Don, un petit village dans le nord de la France. Je suis également conseiller à la métropole européenne de Lille. Et puis, cette double casquette, bien sûr, je suis agent voie navigable de France maintenant depuis 46 ans. Alors, au bout de 46 années, je connais bien, bien sûr, les risques liés à la baignade dans nos canaux. Quand je parle de nos canaux, c'est aussi les grands gabarits et les petits gabarits. Et puis, je dois bien dire que j'ai bien entendu tout à l'heure donc le Grand Est dire plonge dans l'action, et VNF, c'est plutôt culpa ton été. Parce que c'est vrai que, comme l'a dit Romain, on se retrouve quand même avec des noyades assez importantes. Je le redis encore une fois, parce que j'en parle souvent à la métropole, nos canaux sont d'abord destinés au transport de marchandises sur le grand gabarit avec des grands bateaux qui peuvent aller sur notre secteur jusqu'à 125 mètres de long, mais aussi les petits bateaux de transport de passagers destinés aux loisirs et qui, il faut le reconnaître aussi, souvent sont pilotés par des gens qui ne connaissent pas, je parle des petits bateaux, hein, des vedettes, des plaisanciers, des bateaux des gens qui ne connaissent pas forcément les risques que l'on peut rencontrer lorsqu'on navigue. Alors, bien sûr, quels sont les risques? Alors, j'oserais dire que on peut les classer en 3 ou 4 catégories. Et il y a d'abord cette baignade à côté de la navigation de ces bateaux. Un bateau, ce n'est pas une voiture. Un bateau ne peut pas ralentir sa vitesse rapidement. Un bateau ne peut pas modifier sa trajectoire rapidement. Et donc, bien sûr, quand on parle de grands bateaux, ça veut dire des mouvements d'eau assez importants. Et donc, vous comprenez bien que ces risques sont assez élevés lorsqu'on se baigne dans un réseau, sur un canal, avec une navigation importante, qui pourrait attirer et aspirer aussi, par le fait du déplacement de ces bateaux, aspirer les gens qui se trouvent à proximité. Je pense aussi que alors, je ne connais pas le Grand Est, hein. Enfin, je connais un peu, mais il faut bien savoir que les zones de baignade sont réservées à des secteurs contrôlés et surveillés, bien sûr. Le deuxième risque, très très important, et on a eu un cas de décès il y a 1 an ou 2, c'est la baignade à côté des écluses ou des barrages. Les ouvrages aujourd'hui, ce sont des ouvrages qui sont souvent automatisés
et ça va l'être dans quelques mois ici sur la région nord. Et donc, bien sûr, quand on connaît le principe, on sait très bien, exemple ici, dans ma commune, c'est 6000 mètres cubes d'eau qui sont déversés en quelques secondes. Et donc, bien sûr, ce mouvement d'eau, on peut le ressentir très, très loin de l'ouvrage. Ce n'est pas forcément à proximité de l'ouvrage. Et ça, les gens, et surtout nos jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont souvent attirés par le fait de se baigner dans ces plans d'eau, parce que tout simplement, c'est gratuit. Et donc, ils sont attirés, et souvent, les grands problèmes, on les a au mois de juillet-août. Et donc, ces mouvements d'eau que l'on rencontre au niveau des écluses, des barrages, c'est aussi important. C'est aussi un risque important et il faut bien le savoir. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'écluse qu'il n'y aura pas de mouvement d'eau. De plus, j'ajoute que sur certains secteurs, les quais sont assez hauts. Et donc, on peut aussi s'imaginer qu'une personne qui se trouve en difficulté aura du mal à remonter sur la berge. Ce sont des cas que l'on a rencontrés très souvent dans notre secteur. Et ça, je pense que même si VNF a installé des échelles je crois que c'est tous les 150 mètres, parfois c'est un peu compliqué de remonter sur les berges et sur les chemins du halage. Ensuite, je n'oublie pas aussi que on a sur certains canaux, même s'ils sont entretenus, des risques avec la végétation aquatique. Ce sont souvent des herbes que l'on ne voit pas, qui se trouvent au fond du canal, au fond du plan d'eau, mais qui peuvent aussi, qui représentent un risque important parce que les baigneurs peuvent s'enrouler autour de ces plantes. Et la difficulté, c'est de se dégager et voire en cas de souci, d'être secouru. Alors, le dernier risque, parce que là aussi, pendant 45 années, je l'ai vécu, on a énormément de ponts, c'est que nos jeunes ont tendance à se jeter des ponts. Voilà, surtout quand il fait très chaud. Et donc, le plan d'eau peut paraître propre, mais en se jetant des ponts, il faut bien savoir que la personne risque de rencontrer ne serait-ce qu'une bouteille, un bout de bois, ou voire pire, un rocher, une pierre qui se trouve au fond du canal, voire des objets métalliques. Et on s'imagine qu'on peut avoir une profondeur importante, et généralement, ce n'est pas le cas. Et donc, ça aussi, c'est un risque important. Je tenais à le dire. Après, je laisserai la main à mon collègue Romain pour développer ou peut-être apporter quelques précisions. Mais voilà ces risques. Alors, quand j'entends plonge dans l'action, oui, et c'est vrai que les JO de 2004 ont montré que ces plans d'eau, on pouvait les mettre en avant, les mettre. Mais au niveau de VNF, je le redis, c'est pour nous important de faire prendre conscience. Et justement, je vois qu'on diffuse la campagne de 2024, pardon. Et je pense que c'est important de faire prendre conscience de ces risques parce que beaucoup de nos jeunes, et souvent les accidents, ce sont des jeunes qui ne se rendent pas compte, ils sont inconscients. Et parce que, je le redis, c'est un passe-temps gratuit et donc on sait que nos jeunes ont beaucoup de temps au mois de juillet-août et donc il est important de bien faire passer le message parce que c'est toujours un moment marquant quand on récupère, et ça a été mon cas, quand on récupère le corps d'un jeune homme parce que justement, il s'imaginait pouvoir passer un bon moment et ce n'est pas forcément vrai. Voilà ce que j'avais à vous dire
Et après, si vous le voulez, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, si, je vous l'ai dit, je suis aussi maire d'une commune et donc j'ai l'obligation aussi, on sait tous que les maires sont responsables de tout, et donc même si certains réseaux sont plutôt de compétence État, on sait très bien que le maire a tendance de protéger sa commune et forcément de protéger aussi tous ses plans d'eau. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Donc, effectivement, fort de ces constats et de cette connaissance, l'établissement engage différentes actions de communication. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes adolescents des risques mortels de la baignade en dehors des espaces aménagés. Et on essaie d'emmener nos partenaires autour de la cause pour contribuer à faire changer les comportements. Nos personnels, vous le voyez, ils sont fortement engagés, sensibilisés au sujet, donc ils participent, ils œuvrent aussi, puisque lors des déplacements ou des circulations, ils vont aller sensibiliser les personnels, enfin, ils vont aller sensibiliser, pardon, les groupes de jeunes qui risqueraient de se baigner en proximité d'un ouvrage et pouvoir mettre en sécurité les ouvrages. Mais cette mise en sécurité, c'est difficile puisque ça crée forcément des grosses problématiques de gestion du passage de bateaux ou de la circulation de l'eau, puisqu'en fait, il y a une nécessité dans nos canaux que l'eau circule en permanence, parce que sinon ça déborde. Nous essayons de travailler pour la mobilisation des pouvoirs publics autour de la réappropriation des fleuves, des rivières et des canaux pour les habitants. Nous communiquons aussi beaucoup sur la diversification des usages au travers de chaque côté des canaux et on souhaite alerter sur les dangers. Je passe rapidement parce que je voulais vous montrer un petit peu la campagne que l'on met en place. Donc, la campagne 2024, je vous l'ai montré. La campagne 2025 va plutôt tourner vers des messages avec des codes sur les films d'horreur, toujours très populaires chez les jeunes. Donc, des messages évoquant un moment anodin de baignade, un rappel des risques encourus, la solution à un renvoi sur des sites de baignade autorisés, et puis la mise en place d'un hashtag, puisqu'effectivement, pour diffuser et que nos messages soient relayés, il faut utiliser les outils modernes de communication. Donc le hashtag coule pas ton été. Voilà à quoi ressemblent les affichages qu'on peut diffuser et mettre en place sur différents sites. Juste un plongeon, rocher, pieux métallique, sauter d'un pont ou plonger dans les endroits non autorisés, c'est mettre sa vie en danger. Baignade entre potes, courant péniche, se baigner dans des endroits non autorisés, c'est mettre sa vie en danger. Et juste un plongeon, on revient sur les mêmes caractéristiques que la première affiche. Cette campagne a vraiment porté ses fruits, puisqu'on a vu des affichages grand format se mettre un petit peu partout. Donc une diffusion à compter de mi-juin jusqu'à la rentrée scolaire, avec des communications au travers de la presse, des communications au travers des médias et des supports digitaux, dont Snapchat, TikTok, dont les jeunes sont friands, les web radios. Nous mobilisons forcément nos partenaires publics avec la mise à disposition de kits de communication prêts à l'emploi, bannières, infos pédagogiques, articles pré-rédigés pour diffuser dans, par exemple, un journal communal, une information communale, les collectivités forcément, et puis d'autres services comme les pharmaciens ou les pompiers dans les secteurs plus ou très concernés. Ce que l'on fait aussi, c'est qu'on pousse, et c'est en lien avec ce que vous allez pouvoir évoquer ensuite, c'est le développement de sites autorisés. Donc, on repousse au travers de différents supports, dont les cartes. Valorisons les sites de baignade autorisés, comme ça, ça donne une solution, puisque c'est vrai que sinon, il y a une frustration si les gens on leur interdit de se baigner et qu'on n'a pas de solution à apporter. Donc, on pousse vers les solutions des sites de baignade autorisés. Donc, ça nécessite forcément de partager pour pouvoir avoir l'ensemble des informations. Voilà les informations ou les éléments qu'on pouvait vous donner sur ce risque lié aux baignades.
Et nous sommes à votre disposition si vous avez peut-être des questions, des commentaires à apporter. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions pour que je vous donne la parole. J'ai vu une question dans le chat, mais alors serait-il possible de diffuser cette information par courriel? Mais alors, il faudrait peut-être préciser quelle information, monsieur Waxac. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, simplement en fait transmettre cette invitation, la visio par mail pour que tout le monde ait l'information et qu'on puisse effectivement éventuellement relayer l'information. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas moi qui gère directement ce dispositif, c'est mon collègue et c'est vrai que si je pouvais lui communiquer par mail, ça serait top, si ouais, c'est possible. oui, il n'y a pas de souci. Vous aurez les présentations et puis le replay du webinaire, comme ça, vous pourrez le diffuser. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, je ne sais pas si le micro est toujours. Oui, c'est bon, on vous entend. Oui, d'accord. Alors, il y a aussi un risque, on en parle très peu, mais c'est le risque sanitaire, hein, ce qu'on appelle, nous, c'est le risque dû aux bactéries, et notamment la lectospirose, qui est très, très importante aussi et qui occasionne des gros soucis de santé. Voilà. Pour revenir sur le côté mer, je le dis aussi, ici on a la chance d'être en contact permanent avec VNF, bien sûr. Moi j'ai une petite halte nautique sur ma commune et donc tout est mis en œuvre pour faire passer le message aussi bien sur notre site internet que Facebook et aussi au niveau école. On a la chance d'avoir un brigadier de la police municipale et qui, au même titre que le permis piéton, donne ces informations dans chaque classe, au moins une fois par an, vers le mois de juin. Voilà. Il faut à tout prix, je pense, il faut à tout prix donner toutes ces informations parce que les jeunes n'ont pas conscience des risques qu'ils prennent quand ils se baignent dans des réseaux non autorisés. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dubois. Donc, on va passer à la présentation suivante. Donc, sur la partie réglementation, ouvrir un site de baignade, donc avec Nicolas Reynaud pour la sécurité sanitaire des sites de baignade. Nicolas, je te laisse la main. Donc, merci, Monsieur le maire, pour cette transition sur le risque sanitaire. C'est parfait parce que c'est justement l'objet de ma présentation. Donc, j'enchaîne. Donc, la présentation sera en 2 temps. D'abord, vous rappeler la réglementation de façon simplifiée hein, sur les aspects santé. En fin de diaporama, je vous mettrai les liens vers d'autres webinaires qui détaillent cette réglementation santé, des webinaires qu'on avait fait avec Aquanova, mais qui s'appelait Hydreos à l'époque. Donc voilà, mais ce sont bien les mêmes. Vous aurez beaucoup plus de détails sur les risques sanitaires. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter également la qualité des eaux de baignade, notamment sur la saison 2024. Alors sur les risques sanitaires, voilà, Monsieur le maire a commencé à en parler. Là, on a quelques exemples, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Les risques sanitaires dans les baignades naturelles, parce que quand on dit baignade naturelle, on est bien sur une masse d'eau non traitée, qui est naturelle, donc qui évolue en fonction du climat, en fonction des débits. Donc on peut avoir des développements, bien sûr, de bactéries et de virus pathogènes. Voilà. Il n'y a pas que des bonnes bactéries ou des bons virus. On peut avoir des méduses, on peut avoir des cyanobactéries, donc ça c'est un fléau qui se développe de plus en plus. Les cyanobactéries en elles-mêmes ne sont pas forcément dangereuses, mais les cyanobactéries produisent des cyanotoxines qui, elles, peuvent être dangereuses pour la santé. On peut avoir bien entendu des rongeurs qui peuvent transmettre la leptospirose, comme le disait Monsieur le maire. On peut avoir des canards qui peuvent transmettre des puces de canard qui vont voilà, piquer les jambes des baigneurs. On peut avoir des pollutions en tout genre, et donc voilà, je vais matérialiser avec des poissons morts, mais généralement cette pollution, on ne la voit pas forcément. Et donc le rôle de la personne responsable de l'eau de baignade, hein, donc je vais utiliser le terme de PREB plus tard dans cette présentation,
Le rôle, c'est bien de protéger la santé des baigneurs vis-à-vis de ces risques qui sont sanitaires et qui sont malheureusement souvent présents, inévitables, donc il faut les identifier pour mieux les gérer. Alors, le rôle de la personne responsable de l'eau de baignade, elle va être au titre du Code de la santé de plusieurs types. Tout d'abord, lorsqu'on a un site qui est régulièrement fréquenté, alors une baignade va être fréquentée dès lors qu'on va avoir régulièrement une dizaine de personnes dans l'eau. Donc ce site, une fois qu'il est fréquenté, le maire a plusieurs possibilités. Soit il va interdire la baignade, soit il va devoir déclarer à l'ARS cette zone de baignade. Et donc cette déclaration doit se faire en début d'année. Pourquoi? Parce que nous, ARS, ensuite, on doit déclarer ça à la Direction générale de la santé, qui doit elle-même le déclarer à l'Europe. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi on déclare tout ça à l'Europe. Et donc, en début d'année, on doit connaître les dates d'ouverture et de fermeture, en tout cas les dates de la saison de baignade, pour pouvoir mettre en œuvre la surveillance adéquate. L'exploitant de la baignade, enfin la personne responsable, doit réaliser un profil. Alors, le profil, c'est une étude, ce n'est pas un dessin. Le profil de baignade, c'est le profil de vulnérabilité. Donc, c'est un document qui est obligatoire au niveau européen et qui va permettre de faire l'état des lieux, des pollutions, d'identifier les sources de pollution, mais surtout de mettre en œuvre un plan d'action pour gérer ces pollutions et les risques associés. Alors, soit vous arriverez à supprimer ces risques, soit à les limiter, ou en état de cause. Si jamais ces risques sont présents, il faut pouvoir les identifier, voir leur survenue, et s'ils arrivent, interdire la baignade, en tout cas protéger le baigneur de ces risques. Tout au long de la baignade de la saison, l'exploitant doit se soumettre au contrôle sanitaire, donc le contrôle sanitaire qui est organisé par l'ARS et qui est aux frais de l'exploitant de la baignade. Et l'exploitant de la baignade ne peut pas se contenter d'une analyse de temps en temps de l'ARS. Il faut aussi réaliser des autocontrôles. Alors généralement, ces autocontrôles, c'est de contrôle visuel, de la qualité de l'eau, de la transparence, la température, ou d'autres paramètres qui peuvent être mesurés en fonction des risques identifiés. Si on parle de cyanobactéries, on peut mettre en place, avec des sondes, certaines mesures de chlorophylle, etc., pour identifier une survenue éventuelle de cyanobactéries. Et voilà. Une fois que le risque arrive, il faut pouvoir agir. Et donc, si le risque est suspecté ou avéré, si une analyse de l'ARS vous dit que ça ne va pas, il appartient à l'exploitant de la baignade d'informer les usagers, de mettre en œuvre les mesures adaptées, voire d'interdire l'accès à la baignade pour protéger la santé. Donc, ça relève bien de la responsabilité de l'exploitant de la baignade d'agir. Le préfet ne prendra un arrêté d'interdiction de la baignade que s'il y a carence de l'exploitant et du maire. Donc l'ARS va mettre en œuvre un contrôle sanitaire dès lors que vous déclarez votre site de baignade. Donc il est important de connaître cette qualité de l'eau. Monsieur le maire l'a dit précédemment, on peut avoir différents types de risques sanitaires. Donc l'ARS va mettre en place ce contrôle. Il faut savoir que le contrôle est réglementé, on applique les règles nationales et en particulier, on va mesurer les indicateurs de contamination fécale. Donc Escherichia coli et Enterocoque. Ces bactéries, généralement, vous ne pouvez pas les mesurer vous-même, sauf si vous faites intervenir un laboratoire extérieur. Donc nous, on les mesure et la présence de ces bactéries va signifier la présence de beaucoup d'autres germes, parasites ou virus possibles. On ne mesure que ces deux bactéries, mais qui sont déjà pathogènes, mais qui ne sont pas forcément les seules bactéries qui peuvent être dangereuses. En cas de détection de ces bactéries-là, ça veut dire qu'il y a un cortège de parasites, de virus, d'autres bactéries potentiellement pathogènes qui sont présents dans l'eau. On va également mesurer des paramètres de terrain, température, couleur de l'eau, qui vont pouvoir aiguiller sur la qualité de l'eau. Ce contrôle, comme je vous l'ai dit, est à la charge des exploitants de baignade. L'ARS vous transmet les résultats avec l'interprétation sanitaire, mais il vous appartient en tant qu'exploitant de la baignade de faire respecter les recommandations que l'on vous propose. Les normes que l'on met en œuvre découlent d'une directive européenne. Cette directive européenne permet ensuite de classer la qualité de l'eau. Donc ce classement, il est basé sur 4 années consécutives de qualité de l'eau. Il va y avoir des percentiles, c'est-à-dire qu'on va écrêter les résultats extrêmes, extrêmement bas ou extrêmement défavorables ou extrêmement favorables. À défaut d'avoir suffisamment d'années de recul ou de prélèvements au cours d'une même année,
le classement n'est pas possible. Donc on va voir dans le bilan que certaines baignades ne peuvent pas être classées en l'absence de prélèvements suffisants. Attention, le classement européen à l'état actuel de la directive européenne ne prend pas en compte les cyanobactéries. Et on se retrouve dans une incohérence où on a des eaux qui sont classées de qualité excellente, mais qui ont pu être fermées pour des raisons de présence de cyanobactéries. Donc la révision, la directive européenne devait être révisée il y a peu. Je ne sais pas si les travaux ont repris. En tout cas, il est annoncé que dans le cas d'une future révision de la directive, les cyanobactéries seront prises en compte dans le classement. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Alors, à l'instar de VNF, nous, on fait la promotion des baignades, alors des baignades déclarées à l'ARS. On fait le relais de la communication de VNF sur notre site internet, puisque effectivement, au-delà des risques sanitaires, les noyades sont le risque principal lié aux baignades. Donc cette campagne, elle permet de promouvoir les sites de baignade déclarés. Chaque année, au printemps, voilà, on accompagne la qualité de l'eau, on diffuse ces éléments, on ne parle que des baignades accessibles à tous. Donc si vous êtes un camping, un hôtel, un établissement qui a une baignade mais qui est réservé à votre seule clientèle, on ne va pas en faire la promotion pour éviter une affluence de baigneurs dans vos établissements alors qu'ils n'auront pas accès. On rappelle le classement des baignades et comme je vous le disais, ils sont classés sur plusieurs années. Et l'an dernier, on a fait un focus sur les cyanobactéries en mettant à disposition des exploitants de baignades des affiches pour leur permettre d'informer le public en cas de survenue de contamination par des cyanobactéries ou des toxines de cyanobactéries. Alors, le bilan de la qualité de l'eau en Grand Est, donc il faut savoir qu'en Grand Est, l'an dernier et a priori cette année, on a environ 90 sites, donc 88 sites déclarés l'an dernier à l'ARS Grand Est. Sur ces 88 sites, on en a 68 qui sont d'excellente qualité, 6 de bonne qualité, 4 en qualité insuffisante. Alors la qualité insuffisante, la difficulté, c'est qu'au-delà d'un certain nombre d'années classées en qualité insuffisante, on peut devoir interdire le site de baignade. C'est arrivé sur certains sites. On a des sites qui sont non classés parce qu'ils sont nouveaux. Il y en a un dans le Bas-Rhin et un en Moselle. Donc, on dit nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être classés parce qu'ils n'ont pas 4 ans de recul sur les analyses. Et on a des sites qui sont non classés, donc 8, pour une insuffisance de prélèvement. Là, ce sont des sites qui ont été ouverts déjà des années précédentes, mais qui ont dû fermer une année ou deux pour différentes raisons, et du coup, qui n'ont pas le nombre d'analyses non plus suffisant pour être classés au niveau européen. Donc, si on regarde en proportion, on voit qu'on a très majoritairement des sites d'excellente qualité ou de bonne qualité, mais qu'on a des sites qui sont soit pas suffisamment prélevés pour être classés, et certains qui sont malheureusement de qualité insuffisante, mais ce sont les moins nombreux. Également, la répartition des baignades, comme le disait Delphine Rousset au début, on a des endroits où il y a plus de baignades que d'autres, et donc on a des zones blanches où il y a beaucoup moins de baignades, et on peut voir, par exemple, que sur l'est de la région, donc les départements 57, 67, 68, 88, il y a beaucoup de baignades déclarées, sauf dans le 68. Donc vous avez les chiffres dans la présentation qui vous sera transmise, bien sûr. Et les données qualité sont disponibles sur le site de l'ARS Grand Est et ou sur le site du ministère de la Santé. Donc vous pouvez notamment atteindre cette carte pour localiser les sites, connaître la qualité. Et lorsque vous cliquez sur un site, vous allez avoir le détail. Si vous pouvez aller plus loin. Alors attention, j'ai pris des sites qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Les images, là, le détail de la qualité et le site qui est cité des Ardennes à gauche n'est pas forcément... voilà, attention, ne prenez pas ça pour argent comptant, ce ne sont pas les mêmes analyses. Mais en tout cas, sur ces sites-là, soit de l'ARS, soit du ministère de la Santé, vous allez pouvoir accéder à un ensemble d'éléments, à la fois les analyses des années précédentes, vous pouvez remonter sur 5 ans, le classement européen sur plusieurs années, vous allez pouvoir récupérer les données, les études de profil. Donc ça, c'est une obligation du ministère de mettre à disposition ces éléments. Donc tout est public, les baigneurs peuvent y accéder, vous pouvez y accéder pour connaître la qualité de l'eau de vos sites de baignade déclarés.
En 2024, on a dû demander l'interdiction de baignade. Donc, je vous rappelle que c'est l'ARS vous indique que vous ne respectez, l'exploitant doit informer les baigneurs de ne plus se baigner pour des raisons sanitaires. Donc, on a une dizaine de sites qui ont dû fermer au moins temporairement. On a un site qui a été fermé toute la saison parce qu'il était insuffisant en qualité insuffisante depuis plusieurs années. Donc, c'est une baignade dans le Bas-Rhin. Et parmi ces fermetures, en fait, la majorité de ces fermetures est due à la présence de cyanobactéries. Alors, je vous laisserai découvrir dans d'autres webinaires la réglementation liée aux cyanobactéries, mais il faut savoir qu'il y en a 3 niveaux de surveillance des cyanobactéries. D'abord, la vigilance, c'est-à-dire que vous allez avoir un indicateur qui s'appelle la chlorophylle A qui va dépasser un certain seuil. Au-delà de ce certain seuil, on va mesurer les cyanobactéries présentes. Et en fonction des cyanobactéries présentes, si elles sont toxinogènes, c'est-à-dire qu'elles produisent des toxines dangereuses pour la santé, on va mesurer les toxines présentes et si elles sont présentes. Et on a eu 6 sites en 2024 qui ont dû fermer, donc niveau alerte 2, pour raison de présence de toxines de cyanobactéries. Donc ça se développe de plus en plus, ces cyanobactéries, c'est lié à la fois à un apport de nutriments dans les lacs, c'est lié aussi à un faible renouvellement d'eau, à une température qui augmente. Donc on voit bien que le changement climatique est favorable au développement des cyanobactéries. Donc ça, c'est une surveillance importante à avoir euh, pour tout exploitant de baignade actuel et ou à venir. Donc j'en ai fini pour la partie santé et je vous ai mis les liens de nos webinaires que nous avions déjà organisés avec Mélanie sur le suivi des risques sanitaires dans les eaux de baignade. Donc ça, c'est la réglementation générale. On a fait un focus sur la prévention des cyanobactéries et également on avait fait un webinaire sur la baignade naturelle, un enjeu de territoire face au changement climatique qui rejoint un petit peu le webinaire d'aujourd'hui mais qu'on avait plutôt adressé aux exploitants de baignade. Et donc, si vous souhaitez ouvrir un site de baignade grâce peut-être à l'appel à manifestation d'intérêt de la région Grand Est, n'hésitez pas à organiser une réunion en local en invitant les services de l'État, notamment la délégation de l'ARS Grand Est, les services de jeunesse et sport, la DDT si vous êtes sur un site protégé, en tout cas les services eau, paysage, biodiversité de la DDT. Et puis, n'oubliez pas les potentiels financeurs, donc le conseil régional, l'agence de l'eau ou votre conseil départemental, qui peuvent être intéressés par le développement de sites de baignade, pas forcément pour cette activité de baignade en elle-même, mais si vous faites un enjeu de territoire, un projet de territoire pour améliorer la qualité de l'environnement, pour développer quelque chose au-delà d'un simple site de baignade, vous pouvez être accompagné par ces structures. Donc n'hésitez pas à réunir en local les différents intervenants pour vous accompagner dans le montage de vos projets. Mélanie, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Nicolas, pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Nicolas? N'hésitez pas. Sinon, c'est que tu as été très clair. Il n'y en a pas. Voilà, je répète toujours les mêmes choses finalement. Donc peut-être que la réglementation commence à être connue sur la partie santé. Ça serait bon signe, du coup. Du coup, on va passer à la présentation suivante, toujours sur la réglementation, mais plutôt du côté règles de sécurité et prévention des noyades. Donc, Monsieur Vasseur, je crois qu'il y a un petit souci technique, donc je vais vous laisser vous partager. Je vais arrêter mon partage. Bonjour, peut-être en attendant que vous mettiez en place les diapositives, je me présente Jean-Nicolas Birk, Nicolas Reynaud m'a cité tout à l'heure, donc je suis l'adjoint d'Emmanuel Thierry, le délégué régional académique jeunesse engagement sport. Donc je remercie Monsieur Reynaud d'avoir pensé à nous inviter à ce webinaire et également à nous avoir conviés à rejoindre le réseau et la réunion de lundi prochain où effectivement nous serons bien présents. Donc avant de laisser la parole à mon collègue Stéphane Vasseur pour la présentation, je voulais juste dire en un mot que effectivement nous les services jeunesse et sport on est dépositaire d'un plan national de prévention des noyades et de développement de l'aisance aquatique. Donc, dans notre jargon, on appelle ça dorénavant les savoirs sportifs fondamentaux. À ce titre, donc, nous sommes,
en capacité de déployer des actions par le biais de financement. Et d'ailleurs, j'en profite pour l'évoquer, puisque la campagne de financement 2025 va pas tarder à arriver sur le financement des séances J'apprends à nager et aisance aquatique à destination des collectivités. Le Grand Est est une des régions les plus dynamiques sur ces sujets-là. Et donc, ces séances financées par nos services permettent de favoriser l'apprentissage de la natation et l'aisance aquatique. Et nous intervenons également, évidemment, grâce au projet NAGE qui a été cité tout à l'heure aussi, maintenant sur la capacité de faire de l'aisance aquatique en milieu naturel, dans le cadre des travaux donc, de la conférence régionale du sport, qui ont été cités tout à l'heure. Donc sur cet aspect de prévention des noyades, évidemment, nos services sont amenés à faire respecter les conditions de pratique qui sont encadrées par le Code du sport et ses différents arrêtés de mise en application. Pour cela, on peut compter sur nos collègues dans les services départementaux. J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient présents aujourd'hui à ce webinaire et qui ont même pris la parole. Christophe Lefebvre pour la Marne, je crois aussi Frédéric Valzac pour la Haute-Marne, et je les salue. Nos collègues qui sont donc en capacité de venir sur les sites pour faire des contrôles et vérifier le respect de la réglementation, qui va être rappelé par Stéphane dans un instant. Et puis également, la DRAGES, donc nos services régionaux, participons à cet environnement de la pratique en sécurité par le biais aussi de notre travail autour de la délivrance des diplômes et de la certification des diplômes de l'encadrement de la natation. Donc tout ça positionne nos services comme étant des acteurs forts de la prévention des noyades et de la pratique en sécurité. Et donc j'invite tous les élus et responsables des collectivités, évidemment, à se tourner vers nous s'ils ont des questions relatives à la réglementation spécifique du Code du sport ou s'ils souhaitent, en amont de l'ouverture, etc., se rapprocher de nos services pour vérifier que tout est bien en ordre. Voilà les quelques mots d'introduction que je me suis permis d'ajouter à l'ordre du jour, et je laisse tout de suite la parole à Stéphane pour des éléments complémentaires. Merci. Merci Jean-Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Vasseur, professeur de sport à la délégation régionale académique à l'engagement, à la jeunesse, à l'engagement et au sport, conseiller d'animation sportive également. Je suis ravi de pouvoir participer à cette sensibilisation consacrée au développement des zones de rafraîchissement en milieu naturel. Comme vous le savez, l'ouverture d'une baignade au public n'est pas une simple formalité. Elle implique donc des obligations importantes en matière de sécurité, de santé et de responsabilité, tant pour les agents de l'État que pour les collectivités territoriales. Donc, au cours des 10 à 15 minutes, je l'espère, nous allons parcourir ensemble donc, les points essentiels de cette réglementation afin de vous donner les clés pour assurer une ouverture de baignade conforme et sécurisée. Donc, on va commencer sans plus tarder par examiner les obligations générales qui incombent aux collectivités. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de bien définir les termes, donc les définitions sur lesquelles on se repose. Qu'est-ce qu'une baignade ? Au fond, une baignade, et donc c'est le Code de la santé, excusez-moi, j'ai un bug, Code de la santé publique, pardon, qui définit donc un grand nombre de personnes qui se baignent à cet endroit, et donc dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Donc ça, c'est une première définition sur laquelle nous, on va se reposer. Ensuite, une baignade qui est dite aménagée. Donc une baignade aménagée comprend une portion contiguë à une autre baignade sur laquelle les aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. Tout aménagement visant à développer la baignade constitue donc une incitation à la baignade. Et cette incitation, il faut vraiment bien comprendre, engendre pour la collectivité compétente l'obligation de mettre en œuvre des moyens de surveillance et de secours nécessaires à la sécurité des usagers. Ces définitions sont donc essentielles pour comprendre les obligations qui incombent aux collectivités en matière de baignade aménagée. Nous allons donc voir au préalable les obligations liées au maire. Il est essentiel de comprendre le rôle du maire dans la garantie de la sécurité des zones de baignade. Le maire a donc plusieurs actions clés. Le maire doit désigner une ou plusieurs zones surveillées sur le littoral qui offrent une garantie suffisante pour la sécurité des baigneurs et des activités nautiques. Le maire établit des règles
pour l'utilisation des installations construites pour ces activités. Il prend également toute mesure d'assistance immédiate pour fournir un secours si nécessaire. Il détermine des périodes de surveillance. Et hors ces zones, et là il faut bien le comprendre, hors des zones et des périodes ainsi définies par le maire, les baignades et activités nautiques sont pratiquées au risque et péril des intéressés. Bien entendu, ces indications sont affichées sur les lieux de baignade et en mairie. Ces responsabilités sont décrites également et généralement dans le Code général des collectivités territoriales. Concernant les responsabilités avant ouverture d'une baignade, il est crucial de déterminer qui est responsable de la baignade. Le responsable est soit le déclarant, soit, à défaut, la commune ou le groupement de collectivités territoriales sur le lieu de la baignade. La déclaration d'ouverture doit être effectuée au moins 2 mois avant l'ouverture, auprès de la mairie, du lieu de l'implantation de la baignade. Cette déclaration doit être accompagnée d'un dossier justificatif, notamment concernant les normes d'hygiène et de sécurité. 3 exemplaires sont soumis, un au maire, qui lui ensuite diffuse au SDJES, le SDJES, Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport du département, et un pour la préfecture. Ensuite, une fois la baignade ouverte, que se passe-t-il? D'autres responsabilités incombent aux autorités compétentes. En effet, pour les baignades dites d'accès gratuit, il faut une surveillance par du personnel qualifié, on parlera de BNSSA. On aura également une mise en place d'un poste de secours et de son matériel dédié à la surveillance et au secours. On parlera de trousses de secours, on parlera de moyens de communication, on parlera de tableaux d'organisation des secours, de signalisation de la baignade. On parlera également de l'affichage d'informations importantes, telles que la qualité de l'eau, donc je rejoins mon collègue M. Reynaud, le règlement intérieur, les diplômes du personnel de surveillance et la température de l'eau. On n'oubliera pas également les déclarations d'événements graves, si événements graves il y a, l'attestation du contrat d'assurance conclu également par l'exploitant. Tout cela fait que la baignade d'accès gratuit est dans un environnement sécurisé. On aura également une autre attache pour les baignades d'accès payant. C'est à peu près la même chose, sauf que les surveillances par du personnel qualifié, maître nageur sauveteur ou BNSSA, mise en place d'un poste de secours, toujours pareil, et de son matériel dédié à la surveillance et au secours. On aura toujours pareil les trousses de secours, les moyens de communication, les tableaux d'organisation des secours, la signalisation. On aura également le respect des obligations techniques. Si par exemple on rencontre des toboggans, des sautoirs, etc., des normes techniques sont à mettre et sont érigées par le Code du sport selon les articles que je vous ai fournis sur cette diapositive. On aura également l'élaboration d'un POS, ce qu'on appelle un plan d'organisation de la surveillance et des secours. Affichage d'informations importantes, telles que la qualité de l'eau, le règlement intérieur, les diplômes du personnel de surveillance, la température de l'eau et la fréquentation maximale instantanée à l'intérieur de cette baignade. Et toujours pareil, nous avons également les déclarations d'événements graves au cas où effectivement un événement de cette nature se produit. Voilà par rapport aux différentes baignades d'accès gratuit et d'accès payant. J'ai omis, et volontairement, pour axer ce webinaire, sur les baignades qui sont rencontrées régulièrement sur les plans de baignade. Il a été question également de parler des parcs aquatiques en structure gonflable. Alors, brièvement, on va rappeler on se repose en fin de compte pour déterminer la réglementation d'un parc aquatique en structure gonflable sur les mêmes définitions qu'on a vues dans les premières diapositives. La définition d'une eau de baignade, d'accord, selon toujours pareil le Code de la santé publique, une structure gonflable, un parc aquatique en structure gonflable, c'est donc un lieu de baignade où
on s'entend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et où l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente à cet endroit. Elle est aménagée si elle est en portion de terrain contiguë à une autre baignade, sur laquelle les aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade. Donc ça, c'est une deuxième définition pour réglementer et légiférer les structures, les parcs aquatiques en structure gonflable sur un lieu de baignade. Et, qui plus est, tout aménagement spécial visant à développer la baignade constitue une incitation à la baignade. Si la structure parc aquatique en structure gonflable incite à cette baignade, pour par exemple nager jusqu'aux structures gonflables, c'est une incitation à la baignade, ce qui va encore renforcer la réglementation sur ces activités de baignade. Qui plus est, les exploitants sont soumis à une obligation générale de sécurité envers leurs clients, donc conformément au code de la consommation. Cette obligation implique une obligation de moyens renforcée, car ils doivent démontrer qu'ils ont mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour garantir la sécurité. De ce fait, et à partir de là, un parc aquatique gonflable est donc à ce titre considéré comme une baignade aménagée, considéré donc comme une baignade aménagée, ouverte au public et d'accès payant. La notion d'accès payant est définie par le Code du sport, qui précise que les établissements d'accès payant sont des établissements d'activités physiques et sportives dans lesquels sont exercées des activités aquatiques, de baignade ou de natation en contrepartie d'un paiement d'un droit d'accès, alors qu'il soit ou non spécifique. D'un point de vue donc réglementaire, un parc aquatique gonflable est un établissement d'activité physique ou sportive, et notamment délimité par une zone de sécurité qui délimite la zone surveillée par des surveillants qualifiés. Par ailleurs, le caractère payant de la baignade soumet le responsable à des obligations administratives, de déclaration, obligations d'affichage, des obligations matérielles techniques et sanitaires, et des obligations de surveillance, comme on l'a vu précédemment, donc spécifiques à ce type d'établissement que sont les parcs aquatiques à structure gonflable. Voilà. J'espère avoir fait le tour sur cette notion de, en tout cas sur ce type d'établissement qui généralement peut poser problème aux nouvelles baignades. Pourquoi nous sommes très vigilants, nous, en termes de réglementation régalienne sur ce genre de sujet. Je vous poste ici en diapositive, c'est un bulletin de surveillance épidémiologique des noyades durant l'été 2024. Donc ça a été édité par Santé publique France. On voit, donc c'est national, hein, attention, c'est bien national, c'est pas régional. D'un point de vue régional, on est plutôt stable. Mais on peut voir que le total des noyades en 2024, donc par exemple du 16 juillet au 15 août 2024, son évolution est de plus 41% de noyades, avec plus 34% de noyades avec décès, comparativement à 2023. C'est pour ça que, effectivement, notre travail de réglementation sur les baignades d'accès payant gratuite en milieu naturel, on axe, et c'est une priorité nationale de jeunesse et sport, sur ce genre d'établissement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette présentation très succincte, très condensée, je le regrette également, mais vous a permis de mieux comprendre les obligations des collectivités en matière d'ouverture de baignade. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que ça vous a semblé complet? N'hésitez pas. Eh bien, je crois qu'on est bon. Je vais juste remettre mon contenu. Là. Donc, de toute manière, c'est juste pour vous dire merci, merci à tous. Donc, merci d'avoir participé. Merci également aux intervenants pour leur présentation très intéressante. Et merci à l'Agence régionale de santé Grand Est qui nous a permis d'organiser ce webinaire.
Donc, comme je l'avais dit, un replay sera disponible et vous sera diffusé. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.